bien, bonjour à tous. Je m'appelle Marion Berthaud et je suis la fondatrice de Moby10. Moby10, on aide les éditeurs à mettre en accessibilité pour les 10 leurs livres et on aide les structures, comme des structures qui reçoivent des patients ou des écoles ou des collèges, à adapter les livres qu'ils utilisent. Voilà, pour les dyslexiques. Alors, je vais commencer par vous présenter les 4 charmantes jeunes femmes qui sont avec moi. Mais avant ça, je voulais savoir, dans la salle, quelles sont les motivations qui vous ont poussé à venir ici. Est-ce qu'il y a des 10 déjà? Ou est-ce qu'il y a des parents d'enfants de 10? Ouais. Est-ce qu'il y a des professionnels de langage, orthophonistes? Il y a peut-être des enseignants dans la salle ou des gens qui viennent d'école? Oui, d'accord. Oui, il y a des gens qui travaillent dans le livre, sinon des libraires ou des bibliothécaires? Ouais. Oh. Ah oui, alors là, en masse, là, d'accord. Eh bien, bienvenue. Et puis, il y en a que je n'ai pas cité? Documentaliste. Nécessairement. Si. Alors, laissez-moi vous présenter les 4 personnes qui sont avec nous. Alors, Muriel, Mélanie, Hélène et Mime. Je vous laisse vous présenter. Allez-y. Vas-y. Moi, je suis Muriel Couélan, je dirige les éditions Rajo et je suis venue pour parler surtout de la collection Flash Fiction qui est destinée aux enfants. Nous, on les appelle les lecteurs en panne, qu'ils soient 10 ou autres. Donc, ce sont des textes courts, accessibles à tous et adaptés aux 10. Bonjour, donc moi je suis Mélanie Decour, je suis directrice éditoriale chez Nathan Jeunesse et je m'occupe en particulier des collections de première lecture et de premiers romans. Et on a réfléchi à faire une collection adaptée à tous les enfants et c'est la collection D-School en papier et en numérique. Bonjour, donc je suis Hélène Fouéré, responsable de la médiathèque de Landerneau dans le Finistère, 16 000 habitants, et on a mis en place depuis septembre un espace avec des collections dédiées aux enfants et aux jeunes dyslexiques qu'on a appelé Biblio10. Voilà. Bonjour, je suis Mime, je suis auteure de livres pour enfants et de fiction radiophonique pour les adultes. Et je viens vous parler de la collection Lecture aidée chez Magnard, à laquelle j'ai participé en tant qu'auteur, et sur ce concept de lecture aidée pour les enfants. Est-ce que vous connaissiez déjà certains des livres qui sont présentés dans ces collections-là? Oui, il y en a qui connaissaient déjà. Bon, c'est impeccable, on va pouvoir échanger sur les retours que vous avez pu avoir. Alors, pour démarrer, une question, pourquoi on parle d'offres pour les 10? Pourquoi diable faudrait-il une offre spécifiquement pour les 10? Et donc, ce que je vous propose, c'est de nous expliquer un peu comment vous en êtes venu à vous poser cette question de faire quelque chose pour les 10, que ce soit en termes de bibliothèque, que ce soit en termes de collection, ou que ce soit même en termes d'écriture. Qu'est-ce qui vous a amené, finalement, à partir de quel constat vous êtes arrivé à l'idée de faire quelque chose pour les 10? Je vais commencer. Chez Nathan, on a une offre pour les premiers lecteurs, les petits lecteurs assez importante, et cette ambition de faire des livres pour tous les enfants. Et donc, évidemment, le constat, c'est que tous les enfants n'arrivent pas à lire, n'ont pas forcément de plaisir dans la lecture. On a le chiffre de à peu près 30% d'une classe d'âge qui est en difficulté de lecture à l'entrée en 6e. Donc, on a peut-être raté quelque chose avant. Donc, il y avait cette envie de faire des outils qui soient accessibles à ces 30%-là. Et dans ces 30%-là, il y a les enfants qui ont un problème de dyslexie vraiment avéré et réel, et puis tous les autres qui sont en difficulté avec la lecture pour tout un tas de raisons, pas forcément cognitives. Voilà, donc on a travaillé avant tout sur la dyslexie, notamment avec Moby10. C'est au départ une rencontre aussi, qui a une envie d'un côté chez l'éditeur et une rencontre avec les bonnes personnes. Et de là est née la collection D-School, qui est en fait
presque plutôt un label qu'on développe chez Nathan, d'abord en fiction, mais aussi en parascolaire, en scolaire. Enfin, c'est devenu vraiment un label. Et ce qui constitue ce label, le principe de base, c'est l'inclusion. Donc, c'est-à-dire on ne crée pas un contenu spécifique pour les enfants dyslexiques, mais on adapte les contenus qu'on a pour qu'ils soient accessibles à tous les enfants. Donc, en l'occurrence, on prend vraiment des best-sellers du catalogue sur lesquels on fait un travail très très fin pour pouvoir les adapter au plus grand nombre. Parce que je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, mais on dit qu'il y a autant de dyslexiques que d'enfants, que de dyslexiques. Donc c'est difficile de trouver le bon outil qui va rendre la lecture plus facile à un maximum d'enfants sans en laisser sur le carreau. Alors nous, on a une démarche qui est assez complémentaire. C'est plutôt, au départ, on avait remarqué en interviewant et en travaillant avec des orthophonistes qu'il y avait vraiment 2 périodes de décrochage par rapport à la lecture. Une qui est plutôt vers 12-13 ans et qui peut être liée à ce que Thierry tout à l'heure appelait un peu cette maladie de l'adolescence. Mais il y en a une qui est plus préoccupante et qui a lieu avant, à 8 ans. Et on se disait que c'était plus facile de ramener à la lecture les enfants les 8-12 ans que ceux qui étaient partis plus loin à 12-13 ans. Voilà. Pour tout un tas de raisons qui peuvent être des problèmes, un manque de plaisir lors de la lecture, etc., jusqu'à un diagnostic de dyslexie. Et en travaillant sur ces questions, en réfléchissant, on a rencontré en fait un éditeur écossais qui s'appelle Barrington Stoke et qui travaille depuis de nombreuses années sur ces questions d'accessibilité. Et qui avait publié de nombreux grands auteurs anglais dans des collections qui étaient accessibles à ce qu'ils appelaient les reluctant readers, donc des enfants qui étaient 10, mais pas que. Et nous, on a opéré un petit peu la même philosophie dans notre collection Flash Fiction, c'est-à-dire qu'on a demandé à des auteurs français, des auteurs de notre catalogue, mais pas que, des grands auteurs, de travailler, d'écrire des textes courts. En fait, c'était plutôt dans la conception de ces titres, donc des textes courts destinés à ces enfants-là, parce qu'on savait qu'un des obstacles, c'était la longueur des textes. Donc on leur a demandé d'écrire des textes assez calibrés en termes de nombre de signes, et très très peu de contraintes sinon, mis à part qu'il fallait de bons textes qui puissent plaire à ces lecteurs, les entraîner alors dans des textes réalistes, des textes de SF, des textes plus imaginaires, des textes fantastiques, enfin voilà, un peu tout genre. Et avec comme consigne aussi d'avoir une intrigue linéaire, pas trop de flashbacks, parce que ça on sait que pour des lecteurs 10, mais aussi pour des lecteurs qui ont des difficultés, c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir des narrations complexes. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé, et du coup on a des textes qui sont inédits, qui n'étaient pas des textes qui existaient par ailleurs, destinés à ces lecteurs un petit peu en difficulté. À Landerneau, en fait, un des axes de travail de la médiathèque, c'est de travailler en direction des publics éloignés de la lecture, comme on a l'habitude de dire. Et en particulier, on a démarré en 2014 en travaillant avec des adultes en situation d'illettrisme. Et on a mis en place un espace facile à lire. Donc c'est un concept dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui, mais on fait partie des premières médiathèques à avoir testé, et avec grand succès, ces espaces-là. Et pourquoi vous en êtes venu à le tester ? Parce qu'on a réussi à faire passer le pas de la porte à des adultes qui étaient très éloignés de la lecture, et les faire entrer dans une médiathèque, c'est loin d'être gagné. On a beau avoir les meilleures intentions du monde, être le plus agréable possible et proposer des collections faciles à lire, ça ne suffit pas. Donc une fois qu'on a réussi ce pas-là, à un moment, certains avaient envie de commencer à emprunter des choses, et on ne peut pas leur mettre on peut pas se tromper. Si on se trompe une fois, ils ne reviendront pas. Et là, on aura vraiment du mal à les faire revenir. Donc, on a pu proposer ça, et c'est vrai que ça rencontre un certain succès. Et en discutant et en réfléchissant sur ces questions-là, on s'est quand même aperçu que la dyslexie, ça fait partie des facteurs qui peuvent conduire à des situations d'illettrisme. Et en parallèle, on a aussi on avait depuis plusieurs années de nombreuses demandes de parents
d'enfants dyslexiques qui cherchaient des solutions, des livres. Et jusqu'à il y a quelques années, l'offre éditoriale était très pauvre. Et on n'avait quand même pas grand-chose à leur proposer. Et on avait beau chercher. Voilà. Et depuis quelques années, à notre grande joie, il existe plein de choses. Et c'est pour ça que ça nous a permis, dans le prolongement en fait, de notre démarche auprès des publics éloignés, on avait aussi des échos d'enseignants qui nous disaient que la moitié de leur classe en 6e maîtrisait à peine la lecture, que c'était, qu'on courait un peu à la catastrophe et qu'il fallait faire des choses. Donc on a réussi à mettre des clubs de lecture en place avec des profs de collège. Donc l'institution a encore encore des gens très, très ouverts et à l'imaginaire, bien heureusement. Donc on y arrive avec... Ça nous a confirmé tout à l'heure qu'on avait de bonnes intuitions et qu'on allait dans le bon sens. Et donc on a depuis septembre proposé un espace avec des collections diverses et variées pour permettre aux parents et aux enfants de tester des choses. Vous pouvez citer certaines collections ? Des collections dont on parle aujourd'hui, les flash fiction, Discool, Magnard, il y en a la collection chez Belin aussi, Colibri, voilà, des albums, le Miroir au trouble, il y a plein de... Il existe... Miroir au trouble, c'est une petite maison d'édition, mais qui est spécialisée sur la dyslexie. Les éditions Arter aussi, qui sont sur Rennes, il y a tout un tas d'éditeurs aujourd'hui qui s'intéressent à ces questions, et nous on l'a présenté comme étant un espace qui était dédié aux enfants dyslexiques. Néanmoins, ça ne pose absolument aucun problème aux autres enfants ou jeunes qui peuvent avoir des difficultés avec la lecture sans avoir de troubles avérés, et ils y vont très naturellement. Et c'est un peu comme le facile à lire, l'inclusion, on l'envisage de cette façon-là. Ils sont très contents qu'on reconnaisse leurs difficultés et qu'on leur apporte une solution. Adapté à leurs difficultés et en même temps à leur âge, sans descendre le c'est pas, Vous vous êtes fait aider pour construire la collection ? Ah oui, alors on s'est entouré des associations locales qui travaillent avec les enfants et les jeunes dyslexiques, avec le médecin scolaire, les orthophonistes, les collèges, les écoles. On s'est entouré et on a sollicité leurs besoins. Encore aujourd'hui, on leur demande des retours pour savoir ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on doit adapter. Donc j'ai un message à faire passer aux éditeurs jeunesse. Il manque des BD. Les jeunes sont lecteurs de BD et il n'y a absolument aucune BD adaptée. Voilà, donc le message est passé. C'était ma mission du jour. Effectivement, il y a un projet en cours, je crois, chez Miroir au trouble, de BD adapté pour les 10. L'avantage de la BD, c'est qu'il y a de l'image et que l'image soutient la compréhension. Donc, c'est un des moyens de compenser la difficulté cognitive. Merci. Alors, une anecdote intéressante sur comment vous en êtes venu. Oui, alors pour ma part, c'était très personnel parce que je suis venue sur ce créneau parce que en fait, j'ai pas mal fréquenté les cabinets d'orthophonie avec mon fils, mon petit dernier, et la lecture était vraiment un problème. Donc hormis le côté psychanalytique de je suis auteur et mon fils n'apprendra jamais à lire, et où est-ce que je devrais chercher une solution si ce n'est dans notre relation, je me suis dit voilà, on a quand même un problème aussi qui est qu'il n'est pas 10. Il a juste galéré en lecture. Mais en fait, il y a 5% de dyslexiques et on a effectivement 30% d'enfants qui ont du mal à lire. Et ça interroge aussi la norme qu'on met en place, notamment à l'école, où en fait, soit les enfants... Alors on dit à la fois on va apprendre à lire en gros jusqu'à l'entrée du CE2. De fait, à partir du CE1, il faut quand même savoir se débrouiller en lecture. Sinon, on patauge quand même vraiment en classe. Et ça pose quand même la question de cette norme. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui vont peut-être fréquenter un cabinet d'orthophonistes, qui ne sont pas dyslexiques, tout le monde n'est pas dyslexique, et par ailleurs, je crois que ce diagnostic, alors je ne suis pas ortho, mais ce diagnostic, il se pose à partir du CE2. Donc en fait, tous les enfants qui sont un peu noyés en CP, CE1, oui, les dyslexiques seront noyés, mais tous les autres ne sont pas forcément dyslexiques, et qu'est-ce qu'on en fait ? Or, l'école nous dit assez vite, ça ne relève plus de l'école une fois que les gamins pataugent. Donc moi, personnellement, voilà, c'est venu de ce constat en me disant, qu'est-ce que je peux faire ? Il a du mal à lire, il confond les sons, etc. Il n'est pas dyslexique, il va chez l'orthophoniste. Est-ce que je repars systématiquement sur des petits livres, des livres pour les 2-3 ans, avec très peu de mots, etc. Il y a un moment, c'est un petit peu humiliant pour les enfants, parce qu'en fait, ça les remet aussi
en face du fait qu'il n'arrive pas à lire, c'est-à-dire que le copain de classe commence déjà à se débrouiller tout seul, et puis voilà. Et puis c'est le cas en CP, en CE1, c'est encore plus le cas en CE2 aussi. Et donc voilà, j'avais commencé à réfléchir à ça, et j'ai voulu écrire un livre, un petit roman qui s'appelle L'orthophoniste. Donc pour ça, je suis allée interviewer l'orthophoniste de mon fils, pour savoir un petit peu comment lui se vivait par rapport à ses patients. Je voulais avoir le point de vue de l'ortho dans le roman, en fait. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à discuter de ça. Moi, de mon point de vue de maman, en disant, voilà, je trouve ça compliqué de trouver des livres adaptés. Et de l'autre côté, lui, Benoît, qui est par la suite devenu mon co-auteur, on écrit à 4 mains, lui me disait, moi, j'ai le même problème, c'est-à-dire que dans mon cabinet d'ortho, j'ai des livres spécialisés, écrits par des orthos, du matériel de rééducation, sachant que je rééduque des dyslexiques, mais pas que. Mais en même temps, c'est pas des livres d'auteur, c'est du matériel de rééducation. Donc on s'est dit tous les deux, voilà, on voudrait essayer de trouver cet espace qu'il y a entre du matériel médical, d'une approche thérapeutique, et le roman. Comment est-ce qu'on fait pour accéder au roman ? Mais on n'est pas parti dans l'idée de s'adresser directement aux dyslexiques. On s'est dit, voilà, on voudrait partir sur quelque chose qui est de l'aide à la lecture, mais pas spécifiquement orienté sur les 10. Et donc on est allé voir les éditions Magnard, qui était mon éditeur en fait de départ, pour leur proposer donc ce système où on a mis les syllabes en couleur et atténué les lettres muettes pour aider au déchiffrage. Ces romans, ils existent dans 2 collections. Donc cette collection lecture aidée et même texte, mêmes illustrations dans une collection classique, ce qui permet, par exemple les enseignants, d'alterner entre les deux. Mais l'idée n'était pas de changer le texte ou de le simplifier. Voilà. Et honnêtement, il n'y a pas la mention 10 sur nos livres. C'était vraiment un souhait de Benoît, donc, qui est mon co-auteur orthophoniste, de dire, voilà, moi je me sens pas de mettre 10 parce qu'il y a énormément de dyslexie. Et par ailleurs, lui se sentait pas de dire c'est en lisant ça qu'on va résoudre le problème de la dyslexie. En fait, c'est très complexe. Il suit les gamins des années et des années dans son cabinet. Des fois, la rééducation est très efficace. Des fois, elle est plus compliquée. Et on s'est dit, voilà, il y a certains dyslexiques qui seront aidés par ça, d'autres qui ne le seront pas. Mais globalement, est-ce qu'on peut s'adresser à tous ces enfants qui sont en difficulté de lecture de façon générale ? L'idée, c'était de ne pas faire de fausses promesses, quoi. C'était pas faire de fausses promesses et de se dire... je crois que sincèrement... moi, je trouve cette offre générale sur les 10, etc., vraiment pertinente. Et d'ailleurs, l'avantage, c'est que je trouve que ça a le mérite en ce moment que la dyslexie, elle est vraiment posée sur la table. Le handicap en général, mais la dyslexie en particulier, on en parle. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais enfant, c'était quelque chose dont on ne parlait pas. Il y avait toujours le gamin qui ramait au fond de la classe. En fait, il aurait besoin d'un orthophoniste. On n'avait pas tout ça à l'époque, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment fondamental qu'on arrive à parler de cette différence, de cette difficulté, de ce trouble. En revanche, je trouve qu'en ce moment, on est en train d'un petit peu dériver, notamment en classe, où il arrive quand même très fréquemment. Moi, j'y suis encore confrontée. Mon fils est en 5e. Quand je vois les profs pour expliquer, oui, il rame, oui, il a des difficultés en orthographe, les sons, c'est parfois encore un peu chaotique. Je veux dire, j'ai un diagnostic en 2 minutes top chrono du prof qui me dit « Ah ouais, il est dyslexique ». Je dis « Bah non, il n'est pas dyslexique. Ça fait plusieurs fois qu'il refait ses bilans orthophoniques, etc. Il n'est pas 10. Bah alors, il est quoi ? Bah alors, juste, il a du mal. » Et à la fois, c'est très bien d'arriver à parler de ce problème, de ce trouble qu'est la dyslexie, mais en même temps, il faut aussi se dire qu'il ne faut pas poser à l'arrache ces diagnostics en disant, voilà, il est 10, il ne va pas s'en sortir, etc. Je pense que c'est un facteur aussi hyper angoissant pour les enfants. Donc, on n'était pas dans cette approche-là. Maintenant, je pense que c'est le fait qu'il y ait tous ces livres, c'est réellement une aide pour énormément de parents, vraiment, et d'enfants, évidemment. Ce qu'on a pu constater, nous, en tant qu'éditeurs aussi, c'est que de s'intéresser à ces difficultés, alors 10 et plus largement autres, stress visuel, etc., ça nous a aussi appris beaucoup sur nos pratiques, ça nous fait réfléchir sur la façon dont on organise les pages, dont on
juxtapose le texte et l'image. Enfin, ça nous amène aussi à réfléchir sur les livres qu'on propose aux enfants qui n'ont pas de difficultés. Et on se rend compte que tout ce qu'on a pu apprendre en travaillant avec des orthophonistes, avec des spécialistes de la dyslexie, ça peut aider d'autres enfants, c'est-à-dire que tout ce qui est contraste, de limiter les contrastes entre le papier et le texte, sur les espaces entre les mots, les espaces entre les paragraphes, en fait tout ça, ça peut faciliter la lecture d'enfants qui ne sont pas 10, mais qui ont juste des difficultés à appréhender le texte. Donc c'est aussi très enrichissant pour nous en tant qu'éditeurs, pour nous faire réfléchir, nous faire avancer sur nos pratiques, parce que voilà, on apprend aussi beaucoup en travaillant avec tous ces spécialistes. Finalement, ce que vous dites, c'est que ce qui aide un cerveau 10 à lire aide n'importe quel cerveau à lire. Et on peut s'inspirer des... C'est-à-dire qu'aussi, plus largement, il faut qu'on se pose la question à l'échelle de la société, vraiment, de la façon dont on aide les enfants à lire. Point. Enfin, et en plus, il faut pouvoir adapter ce qui est fait dans ces livres. Mais il faut aussi se poser vraiment la question de ce qu'on veut arriver à. C'est très discriminant d'avoir du mal à lire. Et je pense que justement, ce que vous dites sur ce travail qui est mené, où on réfléchit à la mise en page, etc., en fait, à l'école, on devrait aussi beaucoup se poser cette question-là. Il y a déjà beaucoup de profs qui se la posent. Hein. Il y a beaucoup de profs qui se la posent, mais je veux dire, on est dans un rapport où, à la fois, on exige vraiment de la performance de la part des enfants, qui est par moments problématique, mais par exemple, ça ne vient pas à l'idée de dire, quand quelqu'un est nul en sport, court pas vite ou nage pas bien, de parler de handicap. On sent que sur la lecture, on est sur quelque chose de très complexe. Vraiment discriminant. Je crois que même les éditeurs comme les professeurs, on a un peu tendance à s'adresser aux bons élèves, c'est-à-dire aux gros lecteurs, à ceux qui n'ont... Parce qu'évidemment, les grands lecteurs, nous on les aime bien en tant qu'éditeurs. Ils vont nous acheter des livres, ils vont lire énormément. C'est très valorisant pour nous. Voilà. Et on a un petit peu... et les professeurs, c'est un petit peu la même chose. Dans une classe, on sait que le professeur, il aime s'adresser aux bons élèves, à ceux qui suivent bien. Donc c'est aussi voilà, cette réflexion. Nous, en tant qu'éditeurs, on ne peut pas publier des livres que pour ces grands lecteurs. Il faut aussi qu'on a tout intérêt à réfléchir à des lecteurs, à proposer des ouvrages pour des lecteurs qui ont plus de difficultés. Je vous ai entendu réagir. Oui. Allez. J'y vais, mais je les aime bien, mes consoeurs. Alors, je ne veux pas être méchant, mais moi, j'ai un problème avec ce... Bon, c'est bien, comme moi, ça va mettre un débat. Bon, pour tout vous dire, si je vous raconte ma vie, moi je suis un vieux 10, j'écrivais à l'envers, je suis gaucher, j'étais nul en sport et j'ai été humilié en sport, voilà, mais vraiment, d'une vraie humiliation, humilié en lecture, etc. Bon, aujourd'hui je suis éditeur, j'écris aussi, je lis à peu près correctement, enfin je pense, un peu lent encore, mais je confonds encore quelques lettres, ça m'arrive. Donc, évidemment, j'ai vécu avec ça, j'ai souffert avec ça, enfin je me suis construit avec ça, et puis tout va bien, voilà. Preuve, je m'en suis quand même pas trop mal sorti. J'ai même enseigné pendant 5 ans le français, donc pour vous dire jusqu'où ça peut aller la 10. Et j'ai eu des élèves 10. Et en fait, je m'aperçois, moi j'ai peur de tous ces livres un peu... je sais pas, moi on m'aurait proposé ça, mais je suis pas comme les autres, quoi. Je peux pas lire comme les autres. Et puis les couleurs dans le texte, moi ça me gêne, profondément ça me gêne. Et je m'aperçois, en fait, je suis un peu comme Monsieur Jourdain. En fait, moi, ça fait 15 ans que j'ai écrit une collection qui s'appelle Petite Poche, sans m'en rendre compte du tout et en pensant absolument pas aux 10, parce que c'est quelque chose que j'essaie certainement d'oublier, au profond de moi, certainement. Mais j'ai toujours trouvé, mettre du blanc tournant, de ne pas couper les mots, de faire un gros interlignage, un caractère plutôt important, etc. Je l'ai fait comme ça, et effectivement, il y a plus de 150 titres maintenant, et ça marche, ça tourne très bien, aussi bien pour les tout petits que les plus grands. Mais je suis assez fier d'avoir fait ça sans m'en rendre compte et en fait que ça peut fonctionner, pourquoi pas avec des 10. Mais j'ai beaucoup de mal, pour mon métier d'auteur, pour mon métier d'éditeur, j'ai du mal à me dire que j'écris pour ces gens-là. Ça me gêne, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que j'en fais partie un peu. Donc, tu poses exactement les mêmes questions qu'on s'est tous posées. Oui, j'imagine. Sauf que toi, comme tu as une expérience toi-même de la dyslexie, tu l'as fait, tu dis d'instinct. Mais moi, je ne suis pas dyslexique et j'étais une excellente élève, une excellente lectrice. Donc, du coup, voilà, tu vois le travail.
Du coup, il faut que je me penche sur cette question et que je regarde. C'est vrai qu'on a tendance, dans une maison d'édition, à faire des livres pour les enfants qu'on était nous, donc des super lectrices. En général, on atterrit dans ce milieu parce qu'on a aimé lire et parce qu'on aime lire. Mais donc, moi, j'ai fait un travail de... Voilà, j'ai vu des spécialistes, je connais des enfants dyslexiques, je connais des enfants qui ont du mal à lire, et j'ai dû me pencher sur la question. Je ne l'ai pas fait d'instinct, mais le résultat, c'est qu'on a cherché cet équilibre entre ne pas stigmatiser, mais dire quand même... qu'on s'adresse à un public particulier. On a cherché cet équilibre entre rendre la lecture plus facile et en même temps que ça ressemble à un vrai livre, pour pas leur dire t'es un handicapé. J'aimerais bien avoir l'avis justement de Hélène par rapport à ça. Moi, dans la un exemple bibliothèque très concret. Dans la classe de mon fils, ils avaient l'année dernière, comme à chaque vacances, un livre à lire, à présenter à la rentrée sur l'estrade. Et dans sa classe, un de ses copains, dont la mère nous demande depuis des années de l'aide pour trouver des livres, parce que ses 2 enfants sont dyslexiques. Lui, il est légèrement dyslexique, ce qui est presque plus difficile, puisque un peu comme votre fils, quand on est un peu entre deux, c'est pas forcément mieux. Et bref, donc son enfant a présenté un des livres de la collection Flash Fiction à ses copains, parce qu'il a réussi à le lire. Déjà, c'est un exploit, et il a pu le trouver, puisque c'était indiqué dans la bibliothèque. Et du coup, tous les copains ont adoré le bouquin et se sont tous passés. Et aujourd'hui, en fait, ils s'en fichent un peu. La question s'est posée, c'est si c'est écrit 10 ou pas 10, c'est les parents, enfin c'est les adultes que ça va plus déranger. Les enfants, ils s'en fichent un peu, en fait, je crois. Ouais. Ils les prennent. On m'avait dit... c'est pas que les dyslexiques. Enfin, on savait que c'était pas que les dyslexiques. On voit bien le niveau de vente. C'est pas que les dyslexiques. Donc, on est content. On s'adresse aussi aux lecteurs, un peu aux lecteurs en difficulté. Et j'ai eu des retours de documentalistes qui disent non, mais ils les prennent tous. Je dis oui, y compris ceux qui sont en difficulté. Non, mais tous. C'est-à-dire y compris les très bons lecteurs. Ils s'en fichent. Ils voient pas. Le sticker, ils s'en foutent, on l'a enlevé, ils voient pas. Et donc ça veut dire que c'est réussi, c'est que le livre, même si on a un papier crème, même si on a travaillé l'interlignage, l'interlettrage, même s'il y a des notes, il y a des aides, finalement on a bien fait notre boulot, parce que ces béquilles, elles se voient pas au point que il y a des très bons lecteurs qui prennent ces livres-là. Donc là, c'était inespéré, mais voilà, on a fait le boulot, tu sais Thierry, nous aussi on réfléchit, on aime notre métier, on a envie de plaire aux lecteurs. Mais quand on a travaillé avec Suzy Morgenstern ou Christian Grenier, on leur a pas dit alors attention, t'écris un livre pour les lecteurs qui sont vraiment en difficulté, donc vraiment tu écris très simple et tout. Non, on leur a juste dit vous écrivez court, un texte qui ne soit pas long. Pas de flashback, parce que ça, on sait que c'est vraiment difficile, mais c'est tout. Et des chapitres, et plutôt des chapitres courts. C'est tout, et on leur a dit, voilà, tu fais comme d'habitude, tu écris un bon texte comme d'habitude, parce que ce qui va plaire au lecteur, c'est surtout ça, c'est ce plaisir, c'est de trouver le plaisir de lire. Donc, on n'a pas travaillé ces textes en se disant, voilà, on va vraiment s'adresser. Et d'ailleurs, nous aussi, toutes ces collections, moi, c'est là où je suis le plus contente, c'est quand je vois qu'elle se passe dans la classe, de main en main, et que peu importe, tant mieux si des gamins, c'est un gamin 10 ou qui a des difficultés, qui a déjà mis la main sur le livre au début. Et il faut savoir aussi que les grands lecteurs qui lisent des gros pavés généralement, de temps en temps, lire un texte un peu plus court, ils aiment bien aussi. Donc voilà, c'était nous en tout cas, c'est comme ça qu'on a créé. La meilleure critique qu'on a eue sur la collection d'e-school, c'est un gamin qui dit celui-là je l'ai pas aimé. C'est-à-dire qu'il en a aimé certains, mais il y en a un, il n'a pas aimé le personnage, il n'a pas aimé l'intrigue. Je me dis mais super, il a développé un goût, quoi. Il sait, il a des préférences, donc c'est génial. Donc, ça veut dire qu'on a atteint l'objectif, même si le livre a moins touché le lecteur. Après, chez Magnard, moi, mon approche a été celle d'un auteur. Donc, je me suis pas dit... la question n'a pas été de dire on va écrire pour les enfants en difficulté. Et moi, j'ai d'ailleurs... cette collection a été initiée suite au roman que j'avais proposé à Magnard, qui était L'orthophoniste. Mais l'orthophoniste, le sujet... honnêtement, il rééduque un dragon, le gars, dans le livre. Donc c'était pas spécialement... on partait sur quelque chose d'imaginaire qui n'était pas écrit pour les élèves et pour les enfants en difficulté du tout. C'était un petit roman, certes court, mais parce qu'en CE1, on ne lit pas au-delà de 15 000 signes, honnêtement. Mais c'était pas avec un vocabulaire simplifié, etc.
Ensuite est venue l'idée de cette collection qui existe dans 2 collections. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de mettre des lettres en couleur. Pour certains enfants, ça va les aider. D'autres, ça ne va pas les aider. On a fait... Alors, c'est marrant parce que des fois, moi, en salon du livre, voilà, il y a une petite fille un jour qui vient. Sa mère me dit c'est la galère, la lecture, on n'y arrivera jamais, elle ne saura jamais lire, etc. Bref, elle lui montre les 2 livres. Et des gamins, ça ne marche pas, la lecture aidée, les couleurs, etc. Enfin, franchement, si on mettait un texte juste en couleur et que les gamins savaient lire derrière... ça serait simple, quoi. Donc, ça se saurait. Voilà, ça se saurait. Donc, voilà, c'est pas une pilule magique, c'est pas un médicament. Mais voilà, on lui met les 2 livres, elle prend l'édition classique qui est en noir, elle me dit ah non, ça c'est trop long, moi je lis pas des livres comme ça. Elle prend donc le même, juste passé en couleur, mêmes illustrations, même texte. Elle me dit ah oui, là j'y arrive, mais c'est parce que c'est un texte facile. Voilà, c'est juste le côté un peu, le fait que les syllabes soient découpées, ça peut aider au déchiffrage. Il y a des enfants, ça va les mettre en confiance et hop, ils vont passer sur autre chose. Mais après, ça n'empêche pas, je pense que c'est le cas sur Discool, ça n'empêche pas de passer d'un livre à un autre, de passer à une édition à un autre, en fait. Par ailleurs, les enseignants, ce que beaucoup m'ont dit, c'était que ce travail de mise en couleur, c'était eux qui le faisaient en classe. C'est-à-dire que avant ça, ça voulait dire reprendre un livre sur ordinateur, ressaisir le texte et faire rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu eux-mêmes. Et des heures et des heures. Donc voilà, après ça permet dans une classe de panacher, d'avoir pour certains élèves des éditions un peu différentes ou pas. En fait, ça dépend de chacun. Alors je vais prêcher pour ma paroisse parce que je travaille dans le numérique, pas simplement dans le print. L'intérêt du numérique, c'est que l'enfant va pouvoir customiser en fonction de ce dont il a besoin. Il a besoin des couleurs, il les met. Il n'en a plus besoin, il les met pas. Il est fatigué, et l'outil numérique peut lui lire. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec le numérique en plus du papier. Et déjà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec le papier. Est-ce que, Mélanie, on a quelques retours? Alors, il y en a beaucoup, on ne va pas tous les lire. Mais pour montrer le retour qu'on a pu avoir sur les sites Internet, par exemple, des internautes, sur l'efficacité, est-ce que ça marche? Est-ce que ça aide les enfants à lire? Oui, le retour tout de suite sur la collection Discool, on a eu des retours de parents, donc il y a vraiment beaucoup d'associations de parents d'enfants dyslexiques qui cherchent des livres, qui cherchent à aider leurs gamins. Donc il y a le site, notamment la page Facebook Astuces pour 10 qui a tout de suite parlé de la collection, et on a eu des retours, mais immédiatement, de mon gamin ne lisait jamais, et là, ça y est, ce soir, il a lu 3 chapitres, il est à fond, il est dedans. Donc oui, alors évidemment, pas avec tous les enfants, j'en sais rien, mais au moins, même s'il n'y en avait eu qu'un, on était déjà super contents, mais il y en a plus que un, visiblement, parce que donc pour la table ronde, je cherchais à compiler des retours, et on a eu 27 pages comme ça d'avis. On va pas voir les 27 pages, mais... Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. On est hyper contents. Mais c'est un travail, on l'a fait ensemble. Justement, tu parlais du fait que sur le numérique, l'intérêt, c'est que l'enfant choisit les outils en fonction de sa dyslexie, de sa progression, de son état du jour. Voilà. Et quand on fait sur le papier, c'est à nous de choisir les outils. Donc, il y a certaines typos spéciales pour les dys. Certains dyslexiques ne peuvent pas lire. Pour eux, c'est carrément discriminant, c'est illisible. Donc voilà, il a fallu choisir la typo qui facilite pour le plus grand nombre, mais qui laisse personne sur le carreau. Tout le travail d'interlettrage, d'interlignage, de mise en page, la couleur du papier, tout ça, ça a été un travail très très fin. Et au final, on voit que ça touche. Alors après, on n'a pas une étude quanti sur est-ce que vraiment on a 90% de réussite à la lecture avec cette collection, mais les retours, on n'a jamais autant de retours sur nos livres classiques. Donc là, il y a vraiment, je pense qu'on peut dire que ça fonctionne. Est-ce que vous avez des questions dans la salle sur ce type de retour, ou des anecdotes à nous remonter sur vos propres expériences avec des dyslexiques, avec des livres adaptés ou pas adaptés d'ailleurs? Oui, avec des adultes, des personnes qui viennent volontairement, qui font une démarche aussi de reprendre. Avec des adultes donc, qui font une démarche volontaire de venir dans un centre de formation pour se remettre à la lecture. Et l'expérience, c'est on est aussi avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de
d'aller sur justement l'imaginaire ou sur la fiction, voilà. Et en fait, le premier travail est un des travaux qu'on a fait avec un écrivain de romans policiers qui est venu en résidence, qui a pu, avec les personnes, écrire une nouvelle scénarisée qui a été tournée après en court-métrage. En fait, le déclencheur, c'est le plaisir, le sens et l'accès à... Voilà, je vous rejoins tous parce que autant j'entends bien ce que dit Thierry Magnier sur... on passe sur la difficulté, puis on va au plaisir, et puis on lit et on a accès aux choses. Et nous, c'est plutôt l'approche qu'on a dans notre système d'atelier. C'est-à-dire que quand quelqu'un se présente comme 10, on l'entend, on accuse réception, mais parfois, on va au-delà. C'est-à-dire que oui, il y a des difficultés qui vont être... Pareil, on va adapter nos supports de formation avec des choses de typographie, tout ça. Mais on va aussi au-delà. C'est-à-dire que des fois, la personne, on lui a plaqué une étiquette 10 depuis qu'elle est toute petite, et il la ressort en prévention, là, qu'on le laisse tranquille sur certains trucs. Mais on va beaucoup sur le sens et le plaisir. Le sens, le plaisir, l'accès à « oh, je peux aller au-delà dans ma tête et je peux aller sur le plaisir ». Ça sera le mot du jour. Mais voilà. Et donc, c'est comme ça, en trouvant des supports. Alors, on travaille aussi avec des médiathèques et la Bibliothèque des Côtes-d'Armor sur des prêts de livres. Ce qui marche aussi, c'est les livres sans texte, puisque, voilà, il n'y a plus la barrière de la lecture. On a eu un magnifique, là, à Lannion, sur le compétence clé de Lannion, donc avec un roman juste... j'ai peur, je crois que c'est Chabouté, l'auteur, je ne sais plus. Mais bon, la personne ne lit pas du tout. C'est un gros pavé, c'est un gros livre comme ça, carré, tout noir et blanc. N'empêche que quand on a mis tous les livres comme ça sur la table, elle est allée directement dessus et elle ne le quitte pas. C'est-à-dire que ça, c'était en octobre, quelque chose comme ça. Et elle l'a avec elle. Et elle l'a. Et donc, la proximité du livre aussi fait que la manipulation, tout ça, on est sur ces choses-là, on est vraiment dans le sens, quoi. Et voilà. Enfin, c'est des belles expériences. Et on travaille donc avec Livret Lecture et les médiathèques sur le projet facile à lire et le prix facile à lire, tout ça, pour rencontrer l'auteur. C'est hyper important, en termes de proximité, de déclencheur aussi. De personnalisation. Oui. Donc nous, on a réalisé des études un peu plus quantitatives avec des orthophonistes, avec des spécialistes du langage, sur des profils 10, sévèrement 10, et des profils non 10, comme population témoin, et avec des gains dans la vitesse de lecture, dans la diminution des erreurs d'oralisation, c'est-à-dire quand on fait une fausse route, on part sur un mot à la place d'un autre et on est parti dans une autre histoire. Ce qui fait qu'à la fin du livre, l'enfant vous dit qu'il a vu une superbe histoire, sauf qu'il n'y a pas de rapport avec l'histoire qui était censée être lue. Et puis une meilleure mémorisation. C'est les 3 critères qu'on a identifiés: la vitesse de lecture, les erreurs de compréhension et une meilleure mémorisation, avec des résultats factuels sur des petits échantillons. Donc oui, ça aide. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Est-ce que, par exemple, Muriel, vous voulez présenter votre collection ? Je vais vous mettre les slides que vous aviez prévus. Oui, mais je vais peut-être pas rentrer complètement dans le détail. Je ne sais pas si on a beaucoup de temps. Enfin, en tout cas, nous, on a travaillé sur à la fois l'objet avec ce fond de couleurs qui permet d'imiter les contrastes et qui facilite la lecture. Pour beaucoup de gens, en fait, même quand on n'est pas 10, même en tant qu'adulte non 10, c'est vrai que cette question de contraste facilite, repose l'œil.
On a travaillé aussi sur la mise en page pour bien séparer le texte et l'image. Et on a su que, par exemple, si on a mis systématiquement les images en page de gauche et en pleine page, généralement, parce que si on met une image en page de droite, en fait, et le texte à côté, le texte va être sauté. Donc, en testant nos ouvrages avec des enfants qui avaient des difficultés de lecture et des orthophonistes, on a appris ce genre de choses. On a travaillé aussi les espaces. En fait, il faut que les espaces entre les mots soient toujours les mêmes. Donc ça veut dire d'avoir un texte qui est non justifié, ce qui n'est pas pour un éditeur la norme. Généralement, on a des textes qui sont justifiés à droite et des espaces entre les mots qui varient. Et ça, on sait que quand on a des difficultés de lecture, c'est quelque chose qui est assez perturbant parce qu'on a tendance à agglomérer les mots. Et de même, d'avoir des espaces aussi entre les différents paragraphes assez importants. Il y avait aussi des questions de lexique sur lesquelles on s'est penché. Là, on a présenté, par exemple, les personnages, on les présente toujours au départ pour que le lecteur sache qui sont les différents héros. Et puis, voilà, je dis tout ça. Et oui, sur le lexique, on a un petit peu travaillé pour que le lexique, mais ça c'était dans un deuxième temps, c'est-à-dire que l'auteur a écrit son texte et donc ce que je vous disais avec une structure linéaire, des chapitres assez courts, et ensuite on a travaillé sur le lexique pour qu'il soit accessible et que les mots soient expliqués, que les mots difficiles que le contexte permette de déchiffrer les mots les plus difficiles. Et puis après, il y a la question de la typographie sur laquelle on pourra revenir. Nous, on a fait le choix d'une typo qui est la Sassoon, qui n'est pas la typo OpenDis qui est souvent utilisée, parce que justement, on ne voulait pas être discriminant. Cette typo OpenDis, on sait que c'est la typo... Alors, pour les 10, c'est pas une typo qu'on a habituellement dans nos ouvrages. Et, est-ce que vous connaissez la typo OpenDis ? Oui, elle est caractéristique parce qu'elle est plus lourde en bas et plus lourde sur un des deux côtés. Voilà, donc nous, en travaillant avec des orthophonistes, on a choisi une typo qui nous semblait plus élégante, plus proche d'un livre normal et qui répondait aux critères ce qui sont plébiscités par les orthophonistes, c'est-à-dire de ne pas avoir de lettres en miroir, avoir un certain nombre de critères qui permettent la lecture. Donc on a fait le choix de cette typo qui est tout à fait... lisible et agréable à l'œil. Voilà ce que je peux vous dire rapidement sur les ouvrages. Et ils sont à l'extérieur, vous pouvez les consulter. Alors, donc chez Nathan, la collection d'e-school, comme je vous disais, c'est l'adaptation de livres qui existent déjà. Donc, le premier travail, ça a été de choisir les livres. Donc, on a pris donc dans la collection Premier Roman, qui est la collection en gros pour l'école primaire, les best-sellers. Donc là, vous avez un exemple, c'est Le Buveur d'encre d'Éric Sanvoisin, qui est un ouvrage très très utilisé dans les écoles et ailleurs. Donc vous avez la page avant-après, donc c'est l'édition classique en haut et l'édition d'e-school en bas. Donc on a un travail sur évidemment le papier, couleur crème aussi, qu'on a choisi mat et couleur crème. Hein, donc on choisit souvent du papier brillant quand on fait des illustrations en quadrille parce que les 4 couleurs ressortent mieux, mais en fait finalement sur du mat ça va très très bien aussi. Donc mat et ivoire, et puis donc tout le travail de typo, on a eu à peu près on a beaucoup travaillé avec Mobidis, on a eu les mêmes conclusions que chez Rajo, c'est-à-dire ne pas choisir une typo stigmatisante, et ce que je vous disais tout à l'heure, les typos OpenDis et Dyslexia peuvent exclure certains des dyslexiques qui n'arrivent pas du tout à lire avec. Et il y avait aussi ça améliore environ 30%. Il y a 30% des dyslexiques qui vont apprécier et mieux lire avec une typo OpenDis. Mais ça veut dire qu'il y en a quand même 70% qui ne vont pas forcément être aidés par cette typo. Donc ce n'est pas la panacée. Voilà, et on cherchait aussi donc, ce côté élégant, littéraire, que ça ressemble à un vrai roman et pas un roman adapté pour enfants à cas spécifiques. Donc il y a un travail quasi à la main, enfin même à la main. Donc il y a l'interlignage, l'interlettrage, l'espace entre les mots. Alors, j'insiste, l'interlettrage, ça c'est des théories de Johannes Ziegler, par exemple, dans le sud de la France, qui montrent qu'il y a plus d'efficacité simplement à écarter les lettres
qu'à mettre une typo plus adaptée. Simplement écarter les lettres, ça permet de limiter ce qu'on appelle l'encombrement perceptif, c'est-à-dire tout ce qui se recouvre. Donc, écartement des lettres. Le faire à gauche, évidemment, et donc le travail ligne à ligne pour qu'il y ait une unité de sens par ligne, c'est-à-dire on ne coupe pas, évidemment, au milieu d'un mot, mais on ne coupe pas au milieu d'une expression, ni au milieu d'une phrase. Unité de sens par page aussi, donc on tourne la page quand ça change d'action, quand ça change de lieu. Donc ça, c'est vraiment un travail, l'éditrice fait ligne à ligne, mot à mot, pour replacer le texte. Pas d'habillage de l'illustration, hein, elle est toujours séparée du texte. Et puis les mots longs passés en couleur, donc les mots longs ou compliqués. Donc, voilà. Et sur la collection, donc on a des titres pour l'école et des titres pour le collège. Donc sur certains titres pour l'école, on a donc là c'est le niveau collège, on a retravaillé le texte avec les auteurs, notamment le buveur d'encre. Donc c'est assez amusant parce qu'il y a certains titres où on n'a pas du tout retouché le texte. Mademoiselle Zazie, a-t-elle un zizi par exemple, on n'a pas changé une virgule. Mais le buveur d'encre est construit beaucoup sur l'ellipse et sur des flashbacks. Donc on a dû à certains moments intervenir pour combler, c'est la contrainte d'avoir pris des textes qui existent déjà, pour combler un peu les ellipses, voilà, pour expliquer, remettre les éléments dans l'ordre. Donc on a essayé de le faire, on l'a fait avec les auteurs, de façon très fine pour que le plaisir de lecture reste. L'ellipse, c'est un peu la base du roman, du genre romanesque, donc il ne fallait pas non plus toutes les combler. L'idée, voilà, on fait souvent la métaphore de l'escalade, c'est un vrai mur, hein, il y a vraiment le vertige, il y a vraiment l'envie d'y aller, mais on a mis pas mal de prises en fait, hein, pour les enfants qui sont... Ça, c'est un sujet intéressant et qui peut être parfois polémique sur faut-il ou pas réécrire le texte ? Faut-il simplifier le texte ? Alors, je vois des têtes qui se hochent. Est-ce que vous avez un avis sur la question ? Quelle est la part de l'auteur justement dans cette réécriture ? C'est lui qui fait, c'est-à-dire que nous on lui dit à tel endroit il y a un flashback, c'est un peu compliqué, là il y a une ellipse, voilà, et puis on décide ensemble, c'est pas du tout nous qui faisons. Vraiment, c'est sur le buveur d'encre surtout qu'on l'a fait. Il y en a où il y a moins besoin. Il y avait des questions de vocabulaire, on discute avec eux, et l'auteur dit ah, ben moi je tiens à ce mot. Donc, soit on met une petite note de bas de page, soit on dit bon, c'est compréhensible avec le contexte. On a vraiment limité au maximum. Soit on peut remplacer par un mot aussi joli et c'est pas grave. Bon, voilà, c'est au cas par cas, mais du coup c'est un travail très très fin avec les auteurs. C'est vrai que comme pour l'intrigue, le choix du vocabulaire ou de la façon d'écrire une phrase, ça fait aussi partie du sel de la littérature. Donc on peut tout enlever. Voilà. Si on simplifie trop, le gamin il lit pas un livre, il lit un médicament comme tu disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est un travail très fin. Et en revanche, pour le niveau collège, on a 2 titres en collège pour le moment. On n'a pas touché une ligne. Mais par contre là, en collège, on peut faire plus de notes de bas de page parce qu'ils sont arrivés à un niveau de lecture où c'est plus facile, évidemment, sur un texte de 5000 signes. Si je mets 5 notes de bas de page, ça va beaucoup compliquer la lecture. Puis on est parti du principe qu'au collège aussi, quand c'est utilisé en classe, bon, l'enseignant choisit un passage, donc il faut que ce soit exactement les mêmes mots pour tous les élèves. Juste une question pour vous à la médiathèque. Qu'est-ce que vous organisez comme activité, comme événement, comme proposition pour ces enfants qui sont un peu fâchés avec le livre, à partir de livres pour gens normaux? Qu'est-ce que parce que j'imagine qu'il ne faut pas les cantonner non plus quand même dans cette offre-là. Est-ce qu'il y a d'autres activités que vous leur proposez ou pas? Alors, pour l'espace Bibliodis, il existe depuis septembre, donc on n'a pas encore énormément de recul. Ceci dit, on travaille beaucoup autour de la question de donner le goût de la lecture aux enfants. Donc ça fait 9 ans qu'on organise avec plusieurs partenaires du territoire un festival qui s'appelle Clair de Lune, où notre seul objectif, c'est d'être dans le plaisir de la lecture et de mettre en valeur toutes les activités qu'on fait au quotidien dans toutes les médiathèques de France, les heures du conte, les bébés lecteurs, voilà, tous les contes en pyjama, toutes les activités qu'on peut mener au quotidien, et aussi des rencontres d'auteurs. Donc on essaye de choisir des textes. Là, un des prochains auteurs qu'on m'a invité, il publie chez Petite Poche. Et on est ravis parce qu'à la rentrée, ils n'ont pas beaucoup de temps, les enseignants, pour lire le livre avant de rencontrer l'auteur. Et en plus, c'est des livres qui sont accessibles à tous,
qu'on va pouvoir lire à voix haute. Et on n'écarte pas de cette façon-là les enfants qui ont des difficultés de lecture. Par ailleurs, on fait des clubs de lecture, on travaille avec les collèges, il y a des enseignants de 6e qui viennent sur leur temps de cours de français à la médiathèque, échanger avec ma collègue qui est en charge des collections de jeunesse sur les nouveautés, sur leur lecture, sur quelle qu'elle soit, peu importe. Et l'enseignant laisse... c'est les jeunes, en fait, qui mènent... Et ces enfants-là, ils se mélangent avec les autres. Ils sont mélangés avec les autres, ouais. Enfin, ils ne sont pas que entre eux, c'est ça que non, ils sont mélangés avec les autres, ouais. Mais du coup, on pense toujours dans nos activités, on essaye de penser toujours dans nos activités pour les adultes comme pour les enfants, à ces personnes qui ont un rapport à la lecture qui n'est pas simple. Et donc, on essaye autant que possible que ça leur soit accessible. Et après, on a prévu, le livre et lecture en Bretagne a développé un blog Bibliodis, qui s'appelle Bibliodis aussi, avec des références à destination en fait, de tous les professionnels du livre, les bibliothécaires notamment, pour trouver des idées de lecture, des titres de livres à proposer aux 10. Et on sait que nous, on a un collège à côté de chez nous qui a des classes qui s'appellent dispositifs, où ils accueillent spécifiquement des jeunes dyslexiques. Donc normalement, les enseignants sont censés être formés à toutes ces questions-là. Et on a prévu, là, dans les mois qui viennent, de faire des clubs de lecture avec eux, pour qu'il y ait des fiches de lecture de proposer autour de Bibliodis, où ils peuvent donner leur avis et qu'ils soient eux-mêmes prescripteurs, enfin entre pairs. C'est bien ce qui était dit ce matin, c'est que... En fait, c'est pour en revenir aussi à cette notion de plaisir qui est tellement importante. C'est-à-dire que ces enfants-là, peut-être que l'objectif, c'est évidemment qu'ils lisent un livre tout seul et que les parents soient très contents malgré leurs difficultés qu'ils en lisent un, mais c'est peut-être aussi en leur donnant des livres sans texte ou en leur lisant à voix haute des histoires qu'ils ne peuvent pas lire eux-mêmes d'une façon autonome, de leur offrir le meilleur de la littérature et des voyages et des choses auxquelles les autres peuvent aussi partager avec les autres, quoi. C'est ça que je veux dire. On a fait aussi des ateliers d'écriture à dos de mots avec la Bibliothèque du Finistère, avec Jessie Magana, que vous allez entendre tout à l'heure. Voilà, le monde est petit, le monde du livre est petit, mais oui, après, ce qui compte, c'est que retrouver le plaisir du livre, retrouver le récit, c'est un peu ce que vous disiez, on a besoin d'entendre des récits, on a besoin d'imaginaire pour sortir de ce fameux principe de réalité. Et ça, c'est commun à tous, qu'on ait des difficultés ou pas. Donc après, nous, on fait beaucoup de lectures à voix haute. On essaye par tous les moyens et des choses qui sont accessibles à tous les bibliothécaires. Et on est des facilitateurs, en fait. On ne va pas régler le problème. On ne prétend pas le régler, mais on aide. Et c'est un service public à ce rôle-là, il me semble, un service public de lecture publique. La lecture audio en particulier, l'audio est un excellent moyen de compensation. Et il ne faut pas croire que parce qu'il écoute, il ne va pas apprendre à lire. Au contraire, c'est un excellent moyen de compensation. C'est mentionné, la FF10 faisait une conférence il n'y a pas très longtemps et insistait sur ce sujet-là. Le livre audio, en particulier au collège, où, mesdames les éditrices, messieurs les éditeurs, l'offre est encore un peu maigre, hein, on va dire. Voilà, il y a de l'audio. L'audio est un excellent moyen de compensation. Et je rajouterais par rapport au plaisir de lire que l'injonction de plaisir peut parfois être douloureusement vécue par les 10. Il faut prendre du plaisir. Bah oui, mais sauf que ça se conjugue pas à l'impératif. Donc la valorisation peut aussi être un moyen de dire ok, tu as réussi à lire et le plaisir de dire j'ai pu le lire et je peux commenter. Donc c'est les fiches de lecture, c'est les booktubes, hein, ils adorent ça. C'est le fait de pouvoir exprimer son avis sur l'histoire, sur le fond, et pas simplement parler de sa dyslexie. La valorisation de ces enfants-là est très importante. La dyslexie, ça touche l'estime de soi, la construction de la confiance en soi. Donc tout ce qui va les aider à se valoriser ira dans le bon sens. Vous vouliez rajouter quelque chose, Muriel, tu voulais rajouter quelque chose sur les bibliothèques? Non, je voulais juste montrer Bibliodis, justement, pour projeter. Non, peut-être plutôt, les bibliothèques, justement, sont très importantes dans ce maillage et pour toucher ces enfants-là qui ont des difficultés de lecture. Et parce que, en fait, depuis qu'on a sorti ces différentes collections, elles sont en librairie. Il y a un rayon qui commence à se constituer. Là, j'avais pris une photo, je ne sais plus, peut-être à l'Armitière, à Rouen. On commence à voir
apparaître des petits rayons, mais les parents d'enfants qui ont des difficultés de lecture, 10 ou autres, ils ont un peu renoncé à aller en librairie en se disant on ne trouvera rien. Donc il faut, et grâce aux bibliothèques, et grâce à des éditeurs, etc., faire aussi revenir ses parents en librairie et enclencher un retour par ces livres. Et puis après, peut-être. Ça peut être un rôle de l'école d'ailleurs, d'avoir ces genres de livres-là dans l'école pour que l'enfant sache que ça existe et puisse le remonter à ses parents. Et les parents, c'est ce qu'ils nous disent, ils ont besoin de tester des choses. Il y a plein de formes de difficultés, plein de formes de dyslexie, et il faut qu'il y ait les découpages syllabiques ou les différentes polices de caractère. Tout ne fonctionne pas avec tous. Il faut qu'ils puissent tester. Certains, le livre audio vont apprécier, d'autres pas. D'autres, le numérique, ça va les aider, d'autres pas. Et les bibliothèques leur permettent... notre offre, c'est vraiment le retour le plus positif qu'on a, c'est qu'ils peuvent tester. Ils s'abonnent une fois, et après, ils testent tout ce qu'ils veulent. Et si ça marche, tant mieux. Ils iront ensuite en librairie. Ils seront ravis de pouvoir s'acheter un livre. Voilà. Mais au moins, ils auront pu essayer plein de choses différentes et plein d'outils. Et c'est dans ce sens-là, nous, qu'on travaille. On va prendre une ou deux dernières questions, puis on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez encore une question pour nos intervenantes ? Il y a certaines éditions qui proposent, par exemple, dans les écoles et les collèges en début d'année, pour un certain montant, d'envoyer 6 livres dans l'année, par exemple, un tous les 2 mois, qui sont des livres qui ont déjà été publiés les années précédentes, mais qui ont eu du succès. Pourquoi est-ce que vous ne proposeriez pas, à ce moment-là, dans les écoles et les collèges, un abonnement de 4 livres, puisque ce sont des plus faibles lecteurs, un par trimestre, qui arriverait dans les familles pour un montant... plutôt accessible à tous. Justement, le livre, il arrive à la maison, il y a eu une démarche, et à ce moment-là, l'enfant aussi peut être content de recevoir le livre et dire « ça y est, j'ai de nouveau un livre pour moi ». Un abonnement. Envoyez-les dans les bibliothèques. Dites-leur d'aller dans les bibliothèques. C'est pas concurrent, c'est pas concurrent. Je ne citerai pas qui envoie des propositions dans les écoles et les collèges. On les connaît tous. Voilà. Oui, et puis justement, il y a l'idée du choix aussi. Après, si un gamin est très séduit par Flash Fiction, ses parents ils vont lui en acheter 4, 5, 10 par an si ça lui plaît. Il va dans une librairie et il choisit. C'est quand même... voilà. Les librairies ne sont pas accessibles avec nous. Alors, nous sommes quand même dans un département rural. Et toutes les communes ne proposent pas des librairies ou des librairies indépendantes qui ont un grand choix de livres. À Lannion, nous sommes vraiment des privilégiés, mais je pense à des communes qui sont à une quinzaine de kilomètres de Lannion, qui n'ont pas de librairie, qui n'ont même pas de magasin de presse, et donc les enfants n'ont pas accès aux livres, et les budgets ont de... Ouais. Alors, moi j'ai peut-être une réponse pour vous, encore avec le numérique, parce que le numérique, il va dans les ruralités sans problème. Et les écoles ont de très très petits budgets, les établissements scolaires aussi, et donc on ne peut pas avoir non plus une offre très très importante à proposer. Et donc le fait que ça arrive par la poste régulièrement, ça permet cet accès aux livres, parce qu'il n'y a pas non plus des médiathèques et des bibliothèques dans toutes les communes. Alors nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait on avait envoyé ce livre contact justement aux documentalistes de collège pour l'avoir dans le CDI. Et ça permet aux enfants de découvrir cet ouvrage. Donc c'est aussi mettre en place un système d'abonnement. Bon, c'est encore autre chose, mais en tout cas, voilà, via les documentalistes, les CDI, on peut aussi donner aux enfants là où ils sont, faire ces propositions, et après, si ça fonctionne, ils vont pouvoir en acheter d'autres. C'était aussi l'idée de Discool de prendre des livres qui sont très utilisés en classe et de proposer un outil, y compris pour les enfants. C'est le principe de l'inclusion. Donc c'est pour tout le monde. Donc ça partait aussi de là. Il y avait une autre question. Oui, je voulais savoir en fait ce que vous proposiez pour les grands ados, les 15... Ça arrive. Nous, on a 2 titres. On a des titres en numérique puisqu'on a adapté Nos étoiles contraires en version Discool numérique. Donc ça a été quand même la mission colossale. Donc on a un titre en numérique et pas n'importe lequel.
Le numérique, comment dire que l'équilibre économique est un petit peu compliqué, mais on est content de l'avoir. Et on a 2 titres pour ados en Discool, Le Renard de Morlange et Ariane contre le Minotaure. Et on va continuer à les développer et on réfléchit à des collections. Mais c'est vrai qu'on a commencé tous un peu par le 8-12, par le CE2 qui est le moment où on entre, on sait qu'on est dyslexique. Et on... 15-18, je pense qu'on va aller vers 12-15 probablement, mais 15-18, c'est encore 15-18 ans, c'est vrai qu'il manque... Alors, je vais en profiter juste pour placer l'offre que nous allons démarrer à la rentrée prochaine dans les collèges, qui consiste à adapter tous les livres étudiés en classe. Donc, le collège s'inscrit et donc le collège paye l'abonnement, l'élève c'est gratuit, et on adapte en collaboration avec les éditeurs les livres qui sont étudiés en classe. Il y a aussi le livre audio, vous allez en reparler cet après-midi, mais qui peut être aussi un bon accès, parce que écouter, lire, c'est aussi lire. Et par exemple, nous, tous les ouvrages de Pierre Bottero sont en train d'être développés en livre audio chez Audiolib. Donc ça peut être aussi une façon d'accéder à cette offre pour les ados, jeunes adultes. Oui. Aussi envie de retrouver des livres, je sais pas, des dystopies, des livres sur les vampires, mais adaptés, quoi. On est en cours de, je pense, tous un petit peu de réflexion autour de ça. Je ne sais pas si vous pourriez remettre la slide de la collection Presto. Ce sont des textes courts chez Manière Jeunesse pour le collège, qui sont tous écrits à la première personne, qu'on enregistre en fait avec la voix de l'auteur à moitié. Ah, c'est bien ça. Ouais. Gratuitement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a acheté le bouquin, c'est un poche qui est abordable, des histoires actuelles qui peuvent être drôles, plus graves, de l'aventure. Le texte n'est pas spécialement pour les 10, mais la composition est quand même très aérée. Et la façon d'aller chercher le lecteur, c'est que l'auteur s'adresse directement, parle au jeu. Ce sont souvent des textes assez poignants. Et avec cet enregistrement, alors on peut dire, c'est pas toujours l'auteur qui lit le mieux son texte. On s'en fiche un peu parce que parfois on entre dans l'intimité d'un texte par la voix de l'auteur. Et il me semble qu'en tout cas pour des lecteurs en difficulté, il y a quelque chose d'assez touchant et engageant. Donc je voulais dire qu'il y a quand même cette offre-là, une collection Presto. Il y a aujourd'hui 7 titres et on continue. Eh bien, merci beaucoup. On va s'arrêter sur ces derniers mots. Merci à mes 4 participantes.